Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition. Le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, Amir Idriss Kourda, a procédé ce mercredi 20 mai au lancement officiel des travaux des rues 4 et 6 dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Ces travaux visent à améliorer la circulation et l'assainissement des axes avant les grosses pluies par Usmi Kilaoudet. Suivant les instructions fermes du ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier adressées aux responsables de la société Satom, les travaux de construction des rues 4, Hydrokabu, Boutalbaka et 6 au rond-point du 10 octobre en Bata ont officiellement démarré ce 20 mai 2026. Le ministre Amir Idriss Kourda, soucieux de l'exécution rapide de ces deux projets routiers, s'est personnellement rendu sur le terrain accompagné de ses proches collaborateurs pour donner le coup d'envoi des travaux. La cérémonie s'est déroulée en présence du 3e maire adjoint de la ville de N'Djamena, du maire du 7e arrondissement ainsi que des autorités communales concernées. Les travaux portent prioritairement sur les ouvrages d'assainissement, notamment la réalisation de caniveaux, de dallos et de remblais afin de rendre ces axes praticables pendant la saison des pluies avant la poursuite des opérations de bitumage. Selon le chef du département en charge des infrastructures, ce projet s'inscrit dans la politique du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, qui ambitionne de construire 7000 km de routes, toutes catégories confondues, d'ici la fin de son quinquennat. Dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous lançons deux principales rues. La rue numéro 4, qui tend le prolongement du rond-point 10 octobre vers l'est, pour desservir le quartier de l'Est, ainsi que la rue numéro 6, communément appelée la rue des hydrocarbures grillage. Donc ces deux rues que nous sommes venus lancer, n'est-ce pas, aux côtés des élus et de la population de ces quartiers. Le ministre a également promis de s'investir personnellement dans la mise en œuvre de ce projet jugé capital pour les habitants du 7e arrondissement ainsi que pour l'ensemble des usagers de la capitale. Le gouvernement tchadien, à travers le projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, a remis ce 19 mai 2026 des équipements informatiques aux 23 communes des chefs des provinces. Cette initiative vise à renforcer la digitalisation des services publics et à améliorer la gestion des finances publiques au niveau local. Djurkidan Rolta Solange. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, PATN, le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération a procédé mardi 19 mai 2026 à la remise officielle d'équipements informatiques aux 23 communes des chefs-lieux des provinces du pays. La cérémonie a été présidée par le secrétaire d'État aux Finances, Ali N'Djada Kampar. Les lots remis aux bénéficiaires sont composés notamment des kits Starlink, d'ordinateurs fixes, des photocopieurs, d'imprimantes, des cartouches d'encre, des rames de papier, des batteries, des panneaux solaires ainsi que d'abonnements mensuels à Internet. Ces équipements visent à améliorer les capacités techniques des collectivités territoriales et à faciliter l'accès aux outils numériques. Dans son intervention, Ali N'Djada Kampar a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement sous l'impulsion du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, de moderniser l'administration publique et de rapprocher les services administratifs des citoyens grâce au numérique. Selon lui, la transformation numérique constitue aujourd'hui un levier essentiel de développement économique, de transparence et de la bonne gouvernance. Le secrétaire d'État a souligné que plusieurs réformes structurantes sont déjà engagées dans le cadre de la modernisation des finances publiques. Parmi elles, figure le système intégré de gestion des finances publiques destiné à rendre plus efficace et transparente la chaîne de la dépense publique ainsi que la facturation électronique normalisée mise en œuvre pour renforcer la sécurisation des recettes et lutter contre la fraude. Le responsable gouvernemental a par ailleurs salué l'appui de la Banque mondiale au PATN, estimant que cet accompagnement joue un rôle
déterminant dans la réussite de la politique nationale d'inclusion numérique. Il a invité les communes bénéficiaires à faire un usage responsable des équipements mis à leur disposition afin d'améliorer durablement les services rendus aux populations. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina Beni, a séjourné ce lundi 18 mai 2026 dans la province du Mayo-Kébi-Est. L'objectif est d'échanger avec les responsables des différentes institutions publiques et privées. Il a à cet effet visité le centre de formation technique et professionnelle de Bongor, Gapili, Blaise et Abakadimi pour les détails. Le centre de la formation technique et professionnelle de Bongor est la première visite du travail du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle. L'échange avec le staff de la direction s'est attelé sur les filières existantes au sein du centre. La menuiserie métallique, la couture, l'électricité bâtiment, la mécanique auto, pour ne que citer cela. Ce fut un moment d'échange et de démonstration par les apprenants. Le cap sur l'école normale supérieure de Bongor. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina Beni, a échangé avec les responsables administratifs des institutions publiques et privées. À l'entame de ses propos, le recteur de l'Académie du Sud-Ouest, Babo Bebanto Antipas, a souhaité la cordiale bienvenue au ministre et sa délégation. L'enseignement est l'affaire de tous, que ce soit dans le secteur public et privé. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina Beni, a placé le contexte de la mission dans la province du Mayo-Kébi-Est. Nous voulons également vous rassurer avec toute la délégation qui m'accompagne. Nous avons une grande mission, une mission très noble, une mission très lourde, qui est celle de faire en sorte que l'enseignement supérieur puisse retrouver toutes ses lettres de noblesse. Et pour ça, nous avons besoin, n'est-ce pas, des apports de tout le monde. Nous avons besoin comment on appelle ça, du soutien des uns et des autres. Nous avons besoin des efforts des uns et des autres. Nous avons besoin des sacrifices des uns et des autres. Et c'est comme cela que nous allons réussir. Donc c'est de nous donner la main, de travailler ensemble, de regarder ensemble vers l'avenir. Et l'avenir, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est l'avenir. Et nous voulons construire, n'est-ce pas, un Tchad qui soit respecté demain, que ce soit dans la sous-région, mais au-delà, c'est que nous devrions nous-mêmes être sérieux et nous sacrifier, n'est-ce pas, pour que la cause soit mieux défendue. Il n'y a personne qui peut défendre, n'est-ce pas, cette cause-là mieux que nous-mêmes. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Réonoudi Frédéric, présente cette tournée autour de l'évaluation et perspectives des institutions, tout en présentant l'agenda de la mission. La mission du ministre marque le premier contact avec ses collaborateurs dans les différentes provinces. Le Mayo-Kébi-Est est la première phase dans le sud du pays. Sous la consigne de la modernisation et la souveraineté alimentaire, la campagne agricole 2026-2027 au Tchad a été lancée le 28 avril à Moundou, dans le Logone occidental. Bien qu'elle mette l'accent sur l'augmentation des rendements grâce à l'appui technique, à l'usage des machines et des semences améliorées, les productions annuelles restent encore en deçà des espérances. Reportage de Pafing Diori Omer. Assurer l'autosuffisance alimentaire et financière pour soulager les 80% de la population tchadienne pratiquant l'agriculture d'après les données officielles, ce marketing politique développé à la campagne présidentielle de 2024 par la coalition Tchad Unie paraît illusoire. Des cultivateurs des zones productrices poussent des plaintes glaciales faute de moyens techniques, des intrants et des semences certifiées en ce mois de semaine. Bongor, une des localités à forte densité agricole au sud de N'Djamena, a donné le ton. Ces riziculteurs s'en démêlent en évoquant l'inaccessibilité de ses compères au matériel de production. Dire qu'il y a les tracteurs là, il n'y a même pas de tracteurs. Quelques 2 ou 3, 4 qui ont ces tracteurs-là. Ces tracteurs-là sont déjà vétustes. Nous avons quelques producteurs sémenciers qui ont des semences
Dans ce domaine, deux fois l'État intervient, il paye ses semences, il met à la disposition des producteurs. Durant ces 2 années-là, ils ont ciblé certains producteurs, ils les ont donnés. Les paroles non tenues de l'État à l'endroit du monde rural affectent sérieusement les rendements agricoles, des produits alimentaires aux cultures commerciales. Les prévalences de la désescalade de la productivité dégringolent d'année en année. Le tonnage du coton, culture des rentes et premiers produits commerciaux d'exportation qui profitaient à la fois aux paysans et États, connaît une chute libre. Selon les institutions impliquées dans la promotion de la filière coton, la gamme de rentabilité de 300 000 tonnes par an, fixée par le tandem Coton-Tchad Société Nouvelle et le groupe singapourien Olam, s'est effondrée de 58% pour la campagne de 2024-2025. Le rapport des céréales, lui aussi, est assez mitain. Si celui de 2014-2015, estimé à 2,6 millions selon nos investigations, a décollé à la campagne de 2015-2016 pour atteindre 5,15 millions de tonnes, le programme alimentaire mondial atteste que, de nos jours, plus de 3,5 millions de Tchadiens sont touchés par l'insécurité alimentaire. Beaucoup de paysans, à l'instar de celui-ci, ont l'estomac dans les talons. Pour lui, vivre aisément à l'aide des produits locaux n'est qu'un rêve lointain. Maintenant, on parle de famine et autres. On importe le riz ailleurs. Au lieu de prendre nos riz qui sont, si on produit localement et on mange localement, je pense que c'est plus avantageux, c'est sain par rapport à ce qu'on importe en Europe ou en Asie. De l'Office national de développement rural, ONDR, via le programme national de sécurité alimentaire, PENSA à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, l'agriculture tchadienne sue sang et eau pour satisfaire la population. Le gouvernement en 2000 a introduit une faible mécanisation dans l'agriculture et des nouvelles semences adaptables aux différents types de sols. Alors que l'autosuffisance alimentaire et financière achoppe encore sur les promesses non tenues et les chocs climatiques, notamment la sécheresse et les inondations. Le programme d'initiative locale pour le changement en partenariat avec le Global Network of Women Peace Builders a organisé du 19 au 20 mai 2026 dans un hôtel de la place un atelier de renforcement des capacités destiné aux journalistes et professionnels des médias sur les questions liées au programme Femmes, Paix et Sécurité et Jeunesse, Paix et Sécurité de la Nathalie. Dans le souci de promouvoir un traitement responsable de l'information en période de conflit et de crise, le programme d'initiative locale pour le changement a initié un atelier de formation à l'intention des journalistes et professionnels des médias. Cette session, organisée en partenariat avec le Global Network of Women Peace Builders, vise à renforcer les connaissances des participants sur les programmes Femmes, Paix et Sécurité et Jeunes, Paix et Sécurité. À travers cette formation, les organisateurs entendent accroître la compréhension des médias sur les synergies entre les agendas FPS et GPS, tout en formant les journalistes aux fondamentaux de résolution 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'atelier vise également à développer les compétences des participants en matière de reportage sensible aux genres et aux conflits, à sensibiliser sur les dangers de la désinformation et les enjeux de cybersécurité en contexte de crise, ainsi qu'à encourager la production de contenus médiatiques valorisant le rôle des femmes et des jeunes comme acteurs de paix. Dans son mot de bienvenue, Maître Delphine a insisté sur l'importance de cette initiative qui, selon elle, permettra d'outiller les journalistes afin qu'ils deviennent des véritables leviers de la paix inclusive et de la cohésion sociale. Au total, 30 participants venus de plusieurs provinces du pays et issus de différents organes de presse prennent part à cette formation qui se déroule dans une atmosphère conviviale et interactive. Durant les 2 jours de travaux, plusieurs thématiques sont développées au cours de cette session, animée par Maître Delphine, Madame Rit Abouna Bessong et Sixé. La cérémonie a également été marquée par les encouragements du représentant du ministère de la Femme et de la Petite Enfance qui a salué cette initiative visant à renforcer le rôle des médias dans la prévention des conflits et la promotion de la paix.
Le monde célèbre ce 20 mai la journée mondiale de la métrologie. Placée cette année sous le thème « Métrologie, construire la confiance dans l'élaboration des politiques », cette célébration met en exergue l'importance des mesures fiables dans la prise de décisions publiques, le commerce, la santé et plusieurs autres secteurs stratégiques. Au Tchad, cette journée peut-elle constituer une occasion de sensibiliser les acteurs concernés sur le rôle essentiel de la métrologie dans le développement socio-économique du pays? Mingano Djingol Olga. Cette journée marque l'anniversaire de la signature de la Convention du Maître en 1875, un accord international ayant permis l'uniformisation des systèmes de mesure à travers le monde. Le thème de cette année souligne le rôle essentiel des données et des mesures fiables dans la prise de décisions publiques, qu'il s'agisse de santé, d'environnement, de commerce ou encore de la sécurité alimentaire. Les politiques publiques reposent sur des statistiques et des évaluations précises afin de répondre efficacement aux besoins des populations. Au Tchad, cette journée doit servir l'occasion de sensibilisation des acteurs économiques, des institutions et des consommateurs sur l'importance des instruments de mesure conformes aux normes internationales, balance commerciale, pompes à carburant, appareils médicaux ou équipements industriels. La métrologie intervient dans plusieurs secteurs stratégiques de la vie nationale. De ce fait, les mesures exactes peuvent non seulement protéger les consommateurs contre les fraudes, mais aussi de garantir la transparence et l'équité dans les échanges commerciaux, car elles contribuent également à renforcer la crédibilité des décisions publiques et à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens. En assurant la fiabilité des contrôles et des évaluations, la métrologie favorise la compétitivité des produits locaux et soutient les efforts de modernisation des administrations et des entreprises. À travers cette célébration, les initiatives de cette journée entendent promouvoir une culture de la précision et de la qualité, tout en rappelant que les mesures fiables demeurent indispensables pour bâtir des politiques publiques efficaces et instaurer la confiance au sein de la société. Sous l'impulsion du secrétaire général provincial du MPS du Mandoul et des cadres politiques de la province, le parti engage une dynamique de restructuration et de redynamisation de ses instances locales. À travers plusieurs initiatives de proximité et de mobilisation, les responsables entendent insuffler un nouveau souffle au MPS afin de renforcer sa présence et sa cohésion dans le Mandoul. Cette rénovation du siège du MPS qui répond aux standards est le fruit de l'engagement du secrétaire général provincial du MPS du Mandoul, Aladaba Ngariena, et de la base militante à moderniser et redynamiser le siège du parti. Ce siège désormais moderne a reçu du secrétaire général premier adjoint chargé de l'administration du parti, Dr Issa Doubran, des matériels bureautiques, du système photovoltaïque, des outils, des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'atteinte des objectifs numériques du parti. Militants tous azimuts, parents, amis et connaissances, très enthousiastes ont marqué de leur présence cette cérémonie qui est animée par différents groupes de danse folklorique venus des différents horizons. Kraïna Bansé, le président du comité d'organisation, se réjouit de la mobilisation de tous malgré les difficultés pour la réalisation de cette cérémonie. Pour lui, l'engagement des militants doit se pérenniser pour relever les défis. Les secrétaires exécutifs des 6 départements se sont relayés pour témoigner et relever les valeurs intrinsèques de l'homme qui se caractérisent par la sincérité, l'honnêteté et la rigueur. Ils promettent de faire chemin avec le SGP pour l'atteinte des objectifs du parti. Parents, épouses et enfants pour leur part ont retracé l'engagement sans faille du secrétaire général provincial au service du parti depuis plus de 30 ans, malgré les coups bas et les dénigrements. L'homme est resté focus sur ses convictions politiques, devait-il ajouter.
Muntangé Miangarko, ancien secrétaire général provincial, félicite le nouveau secrétaire pour le travail et adresse ses reconnaissances au secrétaire général premier adjoint chargé de l'administration pour ses efforts pour le fonctionnement du parti, avant de rappeler les uns et les autres à dénoncer les déviances pour permettre de redresser la pente et rallumer la flamme du parti. Aladaba Ngarina, dans son intervention, a salué les efforts de tous les militants pour la réalisation de cette réflexion. Pour lui, le temps des guéguerres, de mensonges, de tromperies, de médisance, de replis identitaires est terminé. Un nouveau vent souffle pour le MPS dans le Mandoul. C'est pourquoi il appelle les jeunes découragés à revenir pour mettre la main à la pâte et hisser au haut le drapeau du MPS. Plusieurs cadeaux ont été remis par différentes corporations présentes pour agrémenter cette journée. La députée du Mandoul occidental, le docteur Nodimadi Rirabi, s'est rendue au chevet des populations sinistrées à la suite de la tornade qui a frappé plusieurs localités de son département. À cette occasion, elle a apporté une assistance matérielle et un appui financier aux victimes afin de soulager leurs souffrances et témoigner de sa solidarité envers les familles touchées. On fait le point avec Dominique Didiou. Native du Mandoul occidental, la députée Dr Nodimadi Rirabi a fait parler son cœur à l'endroit des victimes des malheureux événements des pluies torrentielles du 27 avril dernier à Béomont. Dans un élan de solidarité où l'émotion est vive et face à l'ampleur des dégâts, la députée n'a pu contenir ses larmes. Pour elle, ce geste minime soit-elle est l'expression de sa compassion et de sa solidarité aux victimes. L'appui de la députée Dr Nodimadi Rirabi est composé de 300 tôles, 40 bâches, 300 boules de savon, 2 béquilles, 25 paquets de pointe de 15, 25 paquets de pointe de 8, 250 fils d'attache, un fût de gasoil, 4 projecteurs, un kit composé de lots de médicaments et une assistance financière de 300 000 francs CFA. Le sous-préfet de Béomont, Issa Koy, dans son message de circonstance, a remercié la députée pour ce geste à l'endroit de ses administrés. Le chef de canton de Bebopen, Mouloubé Brahim, pour sa part, s'est adressé en ces termes. Madame la députée, les gestes que vous venez de faire nous a marqués. Le vent du 27 a fait énormément. Aujourd'hui, ce que nous avons devant nous ici, c'est des choses vraiment appréciées. Le préfet du département de Mandoul occidental, Maïmara Abba Adji, a rappelé la gravité des dégâts de ces événements tout en reconnaissant l'appui de plusieurs cadres pour soulager la population avant de remercier la députée pour ses kits sanitaires et matériaux de construction. Il a ainsi lancé un vibrant appel à la mobilisation sociale pour soutenir la population. Après la remise, la députée Dr Nodimadi Rirabi a fait le tour des différents sites où les dégâts étaient énormes et compatis avec les familles éplorées. Dr Nodimadi Rirabi se prononce. Nous pleurons une perte humaine, des blessés et constatons l'anéantissement de nos céréales, de nos semences et de notre cheptel. J'apporte d'urgence une aide financière et matérielle pour soutenir les familles les plus touchées. D'autres soutiens ont été également reçus, mais le besoin reste immense et critique. Et j'interpelle solennellement l'Assemblée nationale et le gouvernement. Toutes les personnes de bonne volonté à soutenir Béomont. Ce geste n'est pas la première et la députée promet de revenir pour d'autres actions de grande envergure. À présent, faisons un tour de l'actualité internationale axée sur les restrictions liées à l'épidémie d'Ebola en RDC, à l'annonce de l'élimination de nouveaux cadres de l'ISWAP au Nigeria ainsi que la grève des avocats en Tunisie réclamant la décision de la ministre de la Justice, Marouka Sisselkadi. À Gisenyi, ville rwandaise frontalière de Goma en RDC, les effets de l'épidémie d'Ebola se font désormais ressentir au quotidien avec le renforcement des dispositifs de contrôle imposés par les autorités sanitaires. Prise de température systématique et surveillance accrue des voyageurs rythment désormais les passages à la frontière. Ces mesures interviennent alors que l'Organisation mondiale de la santé a décrété une urgence sanitaire internationale
national face à la propagation du virus dans l'est de la République démocratique du Congo, où un premier cas a été confirmé à Goma, ville stratégique proche de la frontière rwandaise. Pour les commerçants du district du Rubavu, les conséquences économiques sont déjà visibles. Nous aimerions que le gouvernement trouve une solution pour que nous puissions transporter nos marchandises normalement à travers la frontière, tout en continuant à prendre des précautions, explique Saint-Yaremi Kijendi. Au Nigeria, les forces armées ont annoncé mardi l'élimination de 3 nouveaux cadres de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, dans le cadre des opérations conjointes menées avec le commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, dans le nord-est du pays. Selon un communiqué du quartier général de la défense signé par le major général Samaïla Uba, ces frappes portent à 175 le nombre total de combattants djihadistes tués depuis le début de l'offensive. L'armée précise que plusieurs figures influentes du mouvement ont été neutralisées ces derniers jours. Parmi elles figure Abdel Al-Hawab, présenté comme un haut responsable chargé de coordonner les attaques terroristes et les activités de propagande de l'ISWAP. Les autorités annoncent également la mort d'Abou Moussa Al-Mangawi, identifié comme membre senior du mouvement djihadiste. Enfin, en Tunisie, les avocats expriment leur mécontentement face à la situation actuelle en appelant au départ de la ministre de la Justice. Il dénonce une absence de dialogue avec le ministre qui perdure depuis plusieurs années. L'arrestation de l'ancien bâtonnier et ex-président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib, en avril dernier, a été la goutte d'eau qui a fait déborder la vase pour la profession. Cette situation reflète un climat de tension et de répression des voix critiques dans le pays où l'indépendance de la justice est de plus en plus remise en cause. Mobilisés pour défendre leurs droits et ceux de leurs confrères, les avocats réclament de profondes réformes ainsi qu'une meilleure protection de l'état des droits. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite de programme sur Tchad 24.